Et mentalement, c'est grâce à tout mon parcours, grâce à tous ces sommets que j'ai gravis, grâce à tous les trails, tous les marathons que j'avais faits. Hein. C'est ça, ce que j'explique aux jeunes, c'est que ça ne devienne pas comme ça. C'est que c'est étape par étape, on apprend, on se renforce mentalement et physiquement, et on arrive à faire des choses qu'on ne croyait pas capable de faire. C'est ça. Il faut commencer, il ne faut pas griller les étapes par étape. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous les coulisses de la vie d'un homme au parcours hors du commun. Ara est arrivé du Liban en France avec 100 € en poche à 19 ans. Il était alors joaillier. Son rêve, avoir son propre magasin. Après des années de travail acharné, Ara ouvre une première boutique, puis une seconde. C'est à 40 ans qu'il commence à se lancer dans des défis sportifs extrêmes, avec à chaque fois un sens énorme. En 2016, il gravit même l'Everest. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ara Khatchadourian. Bonjour Ara. Bonjour Charlotte. On va prévenir juste nos auditeurs qu'on est dans un café, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit, normalement pas trop, mais bon, donc s'ils entendent du bruit autour de nous, c'est normal, mais on a le plaisir d'être en face, donc ça c'est ça qui est super chouette. Tout à fait, en face de la mer, ouais. Méditerranée. Ouais. Au cercle des nageurs. Exactement, dans un cadre magique, on fera une petite photo qu'on mettra sur les réseaux pour qu'ils voient l'univers dans lequel on se trouve pour l'interview. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? L'objet, c'est le drapeau. Le drapeau de la paix, par exemple. Tous mes défis, c'est pour la paix dans le monde. La non-violence et bon, comme tu m'as dit de choisir, là, d'un coup, je me suis dit, tiens, le drapeau, ça me définit bien. Ça fait partie clairement de ton histoire. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Puisque justement, ça... Alors, je suis né il y a 58 ans, au Liban, avec un frère jumeau. Je suis né à 1,450 kg. Ah oui. Pour il y a 58 ans, c'était pas pareil. C'est ça, comme ma mère, quand elle était en train de s'accoucher, comme il n'y avait pas encore les échographies, elle était surprise, le médecin lui a dit « Attends, il y a un deuxième qui arrive ». Alors elle était complètement paniquée, parce qu'elles n'attendaient pas du tout d'enfant. Et du coup, nous sommes arrivés, on a passé un mois dans une caisson hyperbare, je voulais dire, ça je l'ai passé plus tard, dans une couveuse. Et voilà, on va parler tout à l'heure d'adaptation. Ça a commencé par là. C'est de naître déjà tout petit et après tout allait très bien jusqu'à l'âge de 6 ans où je commençais à faire du scoutisme, que ça m'a apporté énormément. Donc là, tu vivais toujours au Liban ? Au Liban, ouais. Et enfin, mes grands-parents qui sont venus en 1915 de Turquie, il y a eu ce génocide arménien qui a été perpétré par l'Empire ottoman. Et ils étaient obligés de quitter la Turquie. Enfin, j'ai perdu quelques membres de ma famille et de ma grand-mère. Et ils sont arrivés au Liban. Mes parents sont nés entre la Turquie et la Syrie, à la frontière. Et voilà, je suis né au Liban. Et malheureusement, la guerre a commencé, j'avais 9 ans. Et ça allait pas très fort. J'avais un père qui il buvait pas mal le soir et les disputes à la maison. Enfin, c'était pas très confortable. Je commençais à perdre confiance en moi, mais j'essayais de m'accrocher à l'école mais au bout d'un moment, ça allait pas. Alors, j'ai demandé à mon père un jour, j'ai besoin de moto, d'un scooter. Il m'a dit non, tant que tu es sous mon toit. Il n'y aura pas. Le jour que tu travailleras, tu achèteras ce que tu veux. Alors, du coup, je commençais à travailler l'été pour faire argent de poche et pour m'acheter cette petite mobilette. Et je commençais à faire le plombier, le maçon, enfin, où ça gagnait pas mal. Où j'ai acheté finalement ma petite mobilette. Et
à l'âge de 14 ans, je rentrais dans le métier par hasard pour faire l'argent pour l'été, juillet, août, pour avoir l'argent de poche dans un atelier de bijouterie. Et je commençais à fabriquer des bijoux, à faire le café au patron, essuyer le sol, faire les courses et regarder comment il fabriquait des bijoux. C'était un univers qui t'attirait ? Ah bah justement, ça m'a plu et que. Mais avant de justement être dans les coulisses de la bijouterie, c'était quelque chose. Les bijoux, c'était quelque chose qui t'attirait quand tu étais pas du tout. Ma mère était pas du tout bijou. Enfin, on n'avait pas les moyens. C'était mon père offrait pas grand-chose, mais pas du tout. Je savais pas ce que c'était. Moi, je suis allé pour travailler et pour avoir d'argent de poche. Et ça m'a plu et comme la guerre s'arrêtait pas, on allait une fois à l'école, une fois pas. Enfin bon, j'ai décroché. En plus, comme je disais, mon père il me rabaissait en permanence et que j'ai perdu confiance, quoi. Et le directeur a dit à ma mère, vaut mieux ce garçon qui apprend un métier. Et voilà. Et comme j'étais dans la bijouterie, j'ai quitté l'école pour aller travailler dans la bijouterie. Et pareil, je commençais tout petit à regarder, à copier. Et j'ai adoré et je commençais à travailler et je me suis rendu compte que j'arrivais à réaliser des choses avec mes mains. Et à l'âge de 19 ans, comme la guerre ne s'arrêtait pas, mes parents m'ont dit « Va chez ton oncle à Marseille et tu verras, quand la guerre s'arrête, tu reviendras à Marseille. » Alors j'ai pris ma valise en carton avec mes économies. Je suis arrivé à Marseille où je ne parlais pas un mot de français, avec 100 € en poche, après avoir payé mon billet chez mon oncle, mais avec un rêve d'ouvrir mon propre magasin le plus tôt possible. Alors, j'arrive et mon oncle m'a dit « Qu'est-ce que tu sais faire ?» J'ai dit « Je suis bijoutier, artisan. » Et il m'a trouvé tout de suite du travail. Et c'était le mois de novembre. Je suis arrivé le 10 novembre 1983. Le 20 novembre, pardon. L'année de ma naissance. Ah oui, ouais. Le 10. Non, moi je suis né en août, mais 83. 83, ouais. D'accord. Et voilà, moi je suis arrivé le 20 novembre et je trouvais tout de suite du travail. C'était une période de Noël où les gens achètent des bijoux. Je commençais à travailler et la chance d'avoir un métier, c'est qu'on n'a pas besoin connaître la langue. Bon, je peux aller n'importe où dans un pays où je peux m'asseoir. Surtout pour fabriquer des bijoux, parce qu'après, il y a des métiers où tu as besoin de beaucoup parler. Là, c'est ça. Tu montres... Oui, quand on a un métier artisanal, quel qu'il soit, menuisier, maçon, qu'on travaille avec nos mains, c'est plus facile d'aller et travailler dans n'importe où. Tu étais dans quel état d'esprit, du coup, quand ton père t'a dit tu quittes le Liban, tu pars t'installer en France ? Franchement, j'ai dit oui, pourquoi pas. Enfin, je voulais. De toute façon, c'était dangereux de rester au Liban. C'est qu'on nous appelait pour aller faire la guerre. Enfin, quand j'avais 19 ans, alors ils voyaient là, les fréquentations. Je commençais à avoir des mauvaises fréquentations. C'est ça, ce qui se passe au Liban. Les jeunes, c'est du mimétisme. Alors du coup, voilà, il m'a dit pour ton sécurité, vas-y. Je dis, je suis arrivé, mais en pensant que je vais retourner dans 3 mois, parce que j'avais une visa de 3 mois et que voilà, je voulais. Ouais, donc tu n'avais pas entre guillemets une espèce de peur du grand saut en te disant je quitte ma vie pour une nouvelle vie. Ah non, pas du tout. Je suis arrivé, quand j'ai laissé tout, je suis venu comme ça, avec une valise, avec 2 pantalons, 2 chaussettes, et je suis arrivé. Et je trouvais du travail. Alors je commence à travailler. Après je change de patron parce que le patron il pouvait pas faire mes papiers, enfin tout ça, et il fallait travailler pour avoir sa carte de séjour. C'est ça qui est d'ailleurs dingue, parce qu'en fait tu es censé avoir un travail pour avoir un visa, mais en même temps avoir un visa si tu n'as pas de travail, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. C'est ça. Alors je commence à travailler et je me suis rendu compte que j'étais en train de tourner en rond. Ça veut dire que je gagnais le SMIC à l'époque, qui était aujourd'hui l'équivalent c'est 500 €, ça fait 3200 francs.
où une fois, j'ai quitté chez mon oncle, je suis allé louer un appartement, un studio de 15 mètres carrés, où j'ai mis un matelas par terre et le loyer était de 200 euros. Enfin, je parle en euros aujourd'hui, c'était en francs. Et une fois que j'ai payé mon loyer, mon électricité, mon téléphone et la bouffe, il ne me restait plus rien. Et je me suis dit, je suis en train de tourner en rond. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre de côté, parce que mon rêve, c'est d'ouvrir mon propre magasin. Et pour ouvrir un magasin, il faut avoir des moyens. Et comme c'est de la bijouterie, il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut investir dans le matière et dans le local. Alors du coup, il fallait travailler 2 fois. Ça va être dans la même journée, faire 2 jours. Et je demandais à mon patron de faire des heures sup. Je commençais à faire des heures sup et je commençais à faire des économies maximum. Ça veut dire qu'au lieu de manger 2 croissants le matin, je mangeais qu'un croissant. Au lieu de manger une sandwich et une soda, je mangeais que le sandwich. Et le soir, c'était des olives et du fromage. Enfin, le minimum, quoi. Et je commençais à mettre de l'argent de côté et où j'avais économisé à l'époque, je me rappelle plus, 8 500 francs qui était équivalent de 2000 euros, même pas, 1000 euros. Il y a un bijoutier qui m'a dit, je ferme ma boutique, mon atelier et je vends le matériel. Je dis, bon, je veux bien l'acheter. Et ça valait 2-3 fois plus. Alors, avec mes économies, j'ai acheté ce matériel. Et comme le studio était de 15 mètres carrés, bon, je n'avais pas la place, ni marché, ni quoi que ce soit, je changeais d'appartement. Je suis passé de 15 mètres carrés à 115 mètres carrés, où j'ai installé le matériel. Et j'ai dit à mon patron, j'ai le matériel chez moi, si tu veux, je peux travailler. Et je suis allé voir d'autres bijoutiers. Je demandais qu'ils me donnent du travail. Alors, je me levais à 5 heures du matin, je travaillais chez moi jusqu'à 9 heures. 9 heures, j'allais chez mon patron travailler jusqu'à 19 heures. À 19 heures, je revenais chez moi, je travaillais jusqu'à 2 heures du matin. Et c'est comme ça que j'ai triplé mon salaire, où j'ai pu économiser 7 500 euros, 50 000 francs en 5 ans. 5 ans pour faire les 100 euros, 7 500 euros. Et un copain qui vient de me voir me dit, il y a un bijoutier qui part à la retraite, si tu veux prendre la boutique. Et moi, je voulais travailler directement avec les particuliers, continuer à travailler avec les bijoutiers, mais avoir les particuliers. Pourquoi pas avoir moi? Ta vraie boutique. Pourquoi pas moi? Et j'ai ouvert ma propre boutique et l'État m'a aidé de 3 000 euros, de 30 000 francs, enfin 44 000 euros, et à rembourser sans intérêt. Et avec ça, j'ai acheté un peu d'or, j'ai décoré la boutique. Et Elle était où, cette boutique? Elle était où? Elle était rue de Bagne, en haut de la rue de Bagne, sur le pont de Corliotto. Et je fabriquais un bijou. J'ai mis en vitrine, je l'ai vendu. Avec le bénéfice, j'en ai fabriqué 2, je les ai vendus. Avec le bénéfice, j'en ai fabriqué 4, je les ai vendus. Mais toujours la même obsession, on va dire, économiser, investir. Et pour ne pas perdre de temps, comme mon appartement se trouvait à 500 mètres plus bas, j'achète l'appartement qui est au-dessus de la boutique. Pour ne pas perdre de temps. Ça veut dire qu'en 30 secondes, j'étais au travail et je commençais à 5 heures du matin, comme d'habitude, à travailler et à monter à 8 heures du matin, parce que quand on chauffe, on fond l'or, on transpire, et que tout ce qui était comme transpirant, on va dire, travail, je faisais ça le matin pour pas être dérangé. Et je montais prendre ma douche, je redescendais travailler à 9h, j'ouvrais la boutique, je travaillais jusqu'à midi. À midi, j'allais livrer jusqu'à 14h en mangeant une sandwich sur ma moto. Retour à 14h. Parce que du coup, tu l'as eu ta moto. Travailler. J'ai eu après plusieurs motos. Et du coup, comme ça, ça allait très fort. Des jeunes qui sont venus me rejoindre, travailler avec moi, que je leur ai appris le métier. Et comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu n'avais pas fait d'études pour justement savoir comment gérer une affaire et compagnie. Exactement, c'est feeling. Alors, chez un patron où j'ai appris le métier, j'étais enfermé dans un atelier où je voyais personne, je voyais pas les clients et tout ça. Et quand je changeais, je suis allé chez un autre patron, et ce patron-là, il comprenait rien du métier. Alors, chaque fois qu'un client venait, il me dit « Viens voir ce qu'elle veut ». Alors, j'allais voir, je voyais les clients en face.
Après, il me disait, va acheter les diamants, va acheter l'or et tout ça. Et j'allais... du coup, tu avais pu apprendre. Du coup, j'ai appris où on chez achète. Les autres. Ouais. Exactement. Comment échanger avec un client et tout ça. C'est comme ça que j'ai appris. Chez un patron, j'ai appris le métier. Chez un autre patron, j'ai appris le commerce. Et voilà. Et en plus, mon père était commerçant aussi. Justement, et comme c'est quoi tout tes petit, parents? mon père était tout réfracteur. Il faisait du café. Et avait un snack avec ça. Et ma mère, elle était professeure de cuisine. Quand ça allait mal pour mon père, pour son travail, ma mère, elle tenait un club comme au Cercle Nageur et elle faisait la cuisine et des réceptions pour 300 personnes. Et à côté de ça, elle donnait des cours de cuisine aux femmes libanaises et pour faire des cuisines européennes. Ah. Et voilà. Et après moi, quand ils sont arrivés, on a ouvert des restaurants à Aix-en-Provence et ils ont fait une restauration que je les ai aidés le week-end. Du coup, à partir de quand ils sont arrivés en France? Ils sont arrivés 5 ans après moi, à peu près en 1988. Donc là, c'est là où tu avais déjà réussi à avoir ton... Moi, j'avais ma propre magasin et moi, je les ai aidés pour ouvrir ces magasins, ces restaurants. Et le week-end, vendredi, samedi, dimanche, j'allais faire le service dans les restaurants pour les aider, pour pas embaucher, parce qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher. Et au début, c'était comme ça. Et ton frère jumeau, du coup, lui, il était en Arménie, qui faisait des études de kiné. Et il est venu à Marseille. Il s'est mis dans la restauration. Et il a pris un des restaurants. C'est lui qui le gérait. Et ma mère cuisinait pour les 2 restaurants. Enfin, voilà, le goût du travail, ça venait un peu de ma mère, qu'elle était une grande travailleuse, ça veut dire 9h du matin, minuit, hein, c'était ça, la cuisine, c'est un dur métier. Et quand je voyais, ma mère surtout travailler, c'est que quand je devais partir en vacances, j'avais du mal à partir parce que je me culpabilisais d'arrêter de travailler, alors que quand j'ai vu mes parents travailler énormément, et j'avais du mal, j'avais cette culpabilité, quoi. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est quand tu étais petit, c'était quoi tes rêves quand tu avais 5-6 ans, tu disais quand je serai grand? Franchement, je sais pas. Enfin, moi, j'ai cherché la liberté surtout. Hein, à 6 ans, je ne sais pas. Mais quand j'étais scout, par exemple, j'avais besoin de reconnaissance. J'avais pas la reconnaissance de mes parents. Et dans le scoutisme, dans le club où j'étais, Union Générale de Bienséance Arménienne, ça s'appelle l'UGAB, où je trouvais une deuxième famille. Où je me sentais très bien et que j'avais une enfance à la fois sympa avec beaucoup de copains. Je faisais pas mes devoirs, hein. Dès que je finissais l'école, j'allais jouer au basket au tennis, au basket, être avec les copains et tout ça. C'était ça. Et l'école où j'étais, c'était une école arménienne où on apprenait l'arménien, l'arabe, la langue du pays et l'anglais. Où il y avait d'autres lycées où on apprenait arménienne, par exemple, arménien, libanais et français. Et moi, c'était l'anglais. Alors, du coup, quand je suis arrivé à Marseille, je connaissais dire merci, qui est très important, et je t'aime. C'est les 2 choses qui sont très importantes à savoir. Avec ton grand sourire. Voilà. Et du coup... Je t'aime, mademoiselle. Voilà. Encore le mademoiselle, je ne savais pas peut-être. Mais d'ailleurs, justement, donc tu travaillais, tu n'avais pas de vie privée. Est-ce que tu as réussi, comment tu t'es épanoui Alors, j'ai la chance d'avoir des jolies filles ils m'ont dit je t'aime et que c'était ça, parce que moi je plaisante en disant tout à l'heure je t'aime, mais c'est vrai que j'ai appris un peu plus tard parce que comme je n'avais pas entendu de mes parents je t'aime et j'avais du mal à le dire, et que quand les premières jolies filles qui m'ont dit je t'aime, je me demandais qu'elles voulaient, et bon, c'était agréable, mais voilà. Alors on dit aussi on apprend une langue sur un oreiller. Alors c'est vrai que en fréquentant des jolies françaises. T'as quand même eu le temps dans toute cette vie de dingue d'arriver à avoir des amis et une vie sentimentale. Oui, très important. Oui, j'ai eu une vie sentimentale. Après, je me suis marié à l'âge de 28 ans. Elle avait 21 ans. C'était une Arménienne qui venait de Liban aussi. On n'a pas pu s'entendre. 3 ans après, on s'est séparés. Vous n'aviez pas eu d'enfant ? Non, pas d'enfant.
Et après, voilà, bon, ça allait. Enfin, j'ai ouvert un deuxième magasin pour elle. Mais bon, après, voilà, je gérais les deux magasins. Elle tenait un des magasins. Après, bon, on s'est séparés malheureusement. Et après, j'ai eu des vendeuses qui ont tenu cette boutique. Et comme d'habitude, je travaillais énormément. Et à l'âge de 33 ans, je rencontre une jolie cliente avec des jolis yeux où on s'est fréquenté, on a eu un enfant, on ne s'est pas marié et voilà, on a élevé jusqu'à l'âge de 6 ans et malheureusement, encore une fois, comme je travaillais énormément, comme on me reprochait que je travaillais beaucoup et tout ça, on se sépare et elle va vivre à La Réunion parce qu'elle était fonctionnaire, elle a demandé une mutation. Ça m'a terriblement blessé d'être loin de mon fils et j'ai entamé une psychanalyse à l'âge de 40 ans. Donc là, du coup, tu as 40 ans, ton fils qui a 6 ans part vivre avec sa maman à La Réunion. Oui. Et donc là, tu dis... Donc, dépressif, Ouais. Enfin dépressif, triste. Et j'entame une psychanalyse pour deux choses. Pour savoir quelle relation je dois avoir maintenant avec mon fils qui est si loin et comment je fais maintenant. Comme je suis quelqu'un que je travaillais beaucoup, que je ne pouvais pas quitter mon travail, et de partir le voir à La Réunion, de le faire venir. Et du coup, j'ai entamé une psychanalyse et en même temps, pour ne pas transmettre les mêmes choses qu'on m'a transmis et couper cette cordon et transmettre d'autres valeurs que les valeurs que j'ai reçues. Certaines qui étaient bons et certaines qui étaient mauvais. Et là, j'ai dit, j'ai deux choix. J'ai la famille, c'est qui est mon travail, et j'ai ma famille qui est mon fils. Et j'ai décidé d'aller le voir 2 fois par an, et 2 fois, c'est lui qui venait. Et quand je me retrouvais à La Réunion, à mois de novembre, à 30 degrés dans une lagune, j'ai dit, il y a autre chose, je pense, que travailler. Alors, et c'était extraordinaire. Alors, j'allais passer du temps avec lui pour dire que je l'aime et que je serai toujours là pour lui. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et en même temps, mon ami d'enfance, à 40 ans, j'avais justement, me dit, viens changer tes idées, je prépare le marathon du Liban. Et viens au Liban. Alors, je dis, ok, je prends mes baskets, je m'entraînais pas du tout. Tu retournais régulièrement au Liban? Ah oui, presque tous les ans après. Mais au début, non, puisque j'étais à fond dans mon travail. J'allais une fois avec ma première femme. Et après, voilà, pour rencontrer nos grands-mères. Enfin, présentation pour nos grands-mères. Et voilà. Alors du coup, comme je n'avais pas le temps de faire de sport, j'ai pris mes baskets, je suis parti au Liban. Et je commence à m'entraîner dans un club pendant ces 15 jours. Et je rencontre encore une jolie fille. Et elle me dit, tu viens courir le marathon avec moi? Je n'ai pas pu dire non. Avec mon copain d'enfance qui est presque mon frère. Et je reviens à Marseille, je rentre dans un club de course à pied et je commence à m'entraîner tous les jours. Et les copains me disent, viens, on va faire 10 km de cette course, de telle, voilà. Et après 2 mois d'entraînement, je suis parti au Liban courir le premier marathon de Liban après cette guerre du Liban. Avec mon copain d'enfance et avec donc en plus, il y avait une symbolique, copine. le fait que... Exactement, tout à fait. Et courir 42 km à l'âge de 40 ans, aussi... c'est souvent, on se dit, à 40 ans, mon premier marathon, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, je réussis, mais comme j'allais un peu plus vite que mon copain et ma copine, je fais demi-tour une fois que j'avais terminé. J'avais couru en 3h50 ce jour-là. Je fais demi-tour, les récupérer et finir avec eux. J'avais couru plus de 50 km ce jour-là. Et arrivé à Marseille, et comme j'étais dans un club, ils me disent, les copains, viens, on va faire le marathon de Paris, marathon de Marrakech, marathon de Barcelone. Alors, je commençais à faire des marathons un peu partout dans le monde. Des trails, je commençais à faire des trails en montagne, des ultra-trails. Et un autre copain me dit, viens, on va faire le Diagonale des Fous à La Réunion. Ah, j'ai dit ok. Et comme mon fils vivait à La Réunion, c'était extraordinaire de faire ça là-bas. Comment dire, le Diagonale des Fous, ouais, si tu veux dire un petit mot, dire en quoi 170 km, 10 000 mètres dénivelé positif, et on a 64 heures pour le faire. L'île de La Réunion, du sud au nord, on traverse toutes les cirques,
extraordinaire. Et, j'ai un de mes amis qui l'a fait d'ailleurs, qui est au cercle, je te le présenterai. ah oui. Quand il raconte le truc, c'est fou. Ah oui, c'est fou. Hein, Alors, pour m'entraîner, je suis parti à Chamonix. Et comme en altitude, pour m'entraîner en altitude, c'était mois d'août et que la course était en octobre. Et comme j'étais au pied du Mont Blanc, j'ai dit tiens, je veux gravir le Mont Blanc. Et je vais voir pour faire un stage de 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, un stage. Comment on met les crampons, comment on tient un piolet. Je fais un stage et je pars je gravis le Mont Blanc. Et arrivé au sommet à 6h30 du matin, extraordinaire, lever du soleil sur les nuages, j'ai dit tiens, je veux gravir d'autres sommets. Et c'est une autre vocation qui est née avec cette ascension. Et retour, je pars courir mon Diagonale des Fous. Je l'ai fait en 58 heures, c'était mon première expérience. L'année d'après, je fais le Tour du Mont Blanc, qui était l'équivalent. Mais là, j'ai mis 20 heures de moins, 38 heures. Par rapport à l'expérience. Et là, professionnellement, du coup, tu as toujours les boutiques ? Toujours, oui. Mais oui. Pour le coup, tu délègues ? Je délègue, mais alors là, je ne me levais pas à 5 heures du matin pour travailler. Je me levais à 5 heures du matin pour m'entraîner. C'était 3 heures d'entraînement tous les matins. C'est de 6 heures à 7 heures. Je me levais à 5 heures. Après, je partais à 6 heures jusqu'à 7 heures, je courais. De 7 à 8, je faisais du vélo. Et de 8 à 9, je nageais au cercle des nageurs. Et ici même. Alors, et après, j'allais travailler. Et après, entre midi et 2, où j'étais trop fatigué, je faisais ma sieste qui était au-dessus de la boutique, où j'ai retourné m'entraîner. Et le soir, je partais encore m'entraîner pour faire justement ce genre de courses qui ont besoin de beaucoup d'endurance. Et je travaillais l'endurance, le mental. On en parlera ça aussi. Ouais. Et je fais le tour du Mont Blanc en 38 heures. Après, je pars gravir le mont Ararat en Turquie, qu'aujourd'hui se trouve en Turquie, qu'en 1915, avant le génocide, pendant l'Empire ottoman, c'était l'Arménie. Je l'ai gravi et je portais le drapeau de la France et de l'Arménie au sommet et de la paix, qui culmine à 5165 mètres. Le troisième sommet que je voulais gravir, c'était le plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro. Je pars gravir le Kilimandjaro. Et là, du coup, tu es tout seul, tu te fais préparer, tu as de l'aide de personnes qui t'aident à t'entraîner. Tu fais ça comment ? Non, je me prépare toujours tout seul, au feeling. Ça veut dire que je me lève le matin, je me dis tiens, aujourd'hui, l'avantage, c'est que je varie les entraînements. Au début, c'est que je faisais que de course à pied. Après, je fais l'Ironman de Nice, par exemple. Et pour faire l'Ironman de Nice, je me suis mis à nager, à faire du vélo. Et je me suis dit, c'est comme ça que je peux travailler tous mes muscles et pas travailler que les jambes et que courir. C'est pas très bien. Hein. C'est pas bon. Hein. Ouais. C'est pas bon, on se fait mal aux genoux, tout ça. Et alors, en variant comme ça, je pouvais travailler mon endurance et tout en variant les entraînements. Et t'as réussi à garder ta chérie ou pas avec tout ça ? Laquelle ? Celle que tu avais rencontrée au marathon. Elle est venue à Marseille. Il fallait... faut être très, 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 très amoureux et faire beaucoup, beaucoup d'abnégation quand même. Tout à fait. J'étais amoureux. Alors, ça, c'est encore une autre question. Je pensais pas à toi, je pensais à elle, du coup. Elle aussi, elle était amoureuse aussi, sûrement, j'espère. Mais je confondais l'amour et désir. Ça, c'est après 7 ans de psychanalyse, j'avais compris ce que c'est le désir et l'amour. Le coup de foudre, je commençais à lire aussi sur le sujet, sur la psychologie et que je continue parce que c'est pas évident de comprendre soi-même pour comprendre les autres. Je suis toujours à la recherche de comprendre, de m'adapter en permanence. Alors, oui, ça part. Elle est retournée. Il fallait se marier ou qu'elle trouve du travail pour qu'elle puisse rester. Pour avoir le visa. Ouais. Voilà, sinon c'est pas possible. Voilà. Elle est retournée. Où j'en étais ? On en était au Kilimandjaro. Tu m'as troublé. Ouais. On était au Kilimandjaro. Kilimandjaro, ah oui. Et donc, mais là, quand tu gravis le Kilimandjaro, t'es avec une équipe ou t'es tout seul ? Non, équipe toujours. On a des Sherpas. D'accord, oui. Là-bas, ils ne sont pas Sherpas, c'est des
C'est des porteurs c'est d'une aide énorme parce que sans eux, c'est beaucoup plus compliqué. Ils portent les tentes, tout ça. Nous, on porte nos affaires et on y va. Mais tu fais ça avec d'autres personnes ou tu fais ta... Oui, alors je cherche une organisation où... et tu te greffes à l'expédition. Où je me greffe à ces personnes et on part ensemble, quoi. D'accord. Parce qu'on a besoin pour être d'un guide, d'un cuisinier. Voilà. Oui, c'est mieux de savoir par où passer. Oui, exactement. En plus de ça, oui. Et retour à Marseille, une association m'appelle pour me dire viens nous raconter comment tu as fait tout ça. Et ça s'appelle Jeunesse Arménienne de France. Et j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte moi, je fais comme ça les choses au feeling, quoi. On me dit de faire ça, je vais faire ça, quoi. Alors j'ai dit ok, je vais pour le raconter. Mais alors en arrivant à cette association, une grande affiche énorme, Arak Hachadourian, sportif de l'extrême. Moi, je prenais pas pour un sportif de l'extrême. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, sérieux. Ton ego était content ? Ouais, waouh, quoi. J'étais étonné de moi-même après. Du coup, je vais pour le raconter. Il y avait centaines de personnes qui m'attendaient. Moi, j'étais timide, je ne savais pas prendre un micro et raconter. Alors, tu t'es rattrapé, c'est bon là. Exactement, on m'a posé des questions et je répondais aux questions. Alors, ça allait, quoi. Alors, on me pose des questions, je réponds aux questions. Et à la fin de cette conférence, je tourne vers le président de l'association en lui disant, dans 2 ans, c'était en 2013, dans 2 ans, c'est le 100e commémoration génocide des Arméniens. Et pour tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle, si vous voulez que j'aille au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance, il faut que vous m'aidiez financièrement. Me dit Banco. Mais je plaisantais. Je veux dire que moi, je dis ça à moitié, quoi. Je veux dire. Oui, t'avais pas du tout anticipé. C'est juste en discutant avec lui, tu t'es dit tiens, je me chauffe et je fais la blague. Oui, j'ai vu que c'était chaud, les gens applaudissaient et tout. J'ai dit bon, je me lance. Il m'a dit il y a 80 000 Arméniens à Marseille. Si chacun donne un euro, ça fait 80 000 euros. J'ai dit non, on n'a pas besoin de 80 000, on a besoin que 40. Il m'a dit ok. Je rentre chez moi, j'ouvre mon ordi. J'ai dit il faut que j'aille m'entraîner. Ça suffit pas. Tout ce que je viens de faire, pour gravir le plus haut sommet du monde qui culmine à 8848 mètres, il faut que j'aille faire d'autres sommets, au moins de 8000. Mais pour faire 8000, ça coûte très très cher, il faut 50 jours. Je dis, Pourquoi ça coûte autant d'argent ? C'est les taxes, c'est le Sherpa, billets d'avion, tout ça, l'organisation qui coûte assez cher, quoi. L'Everest, c'est 50 000 euros. C'est 50 000 euros de gravir l'Everest pour gravir l'Everest et 30 000 pour gravir un 8000. Il y a 14 sommets au-dessus du 1000 dans le monde. Pour les gravir, c'est à peu près ça. Et, plus le temps que tu ne consacres pas à ton travail. Bah, tout à fait, oui, bien sûr. Et là, je pars, mois d'août, au Pérou, Bolivie, Équateur. J'ai vu qu'il y a des sommets qui culminent à 6 000, 6 300, 6 500 et 6 700 mètres d'altitude. Alors, je prends un billet, je pars pour 36 jours et je gravis 9 sommets. Sajama, Cotopaxi, Chimborazo, Huascarán, c'est les plus hauts sommets dans ces 3 pays. Et j'enchaîne 9 sommets en 36 jours. Retour à Marseille, j'ai dit il faut que j'aille encore plus haut. En 2014, je pars gravir le pic Lénine en Kyrgyzstan. 7000. Dans quel pays ? Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan. Je ne connaissais même pas. Okay. Oui, c'est très dur à prononcer. Je ne suis pas sympa, c'est pour ça que je te le fais répéter. Oui, c'est ça. Kirghiz. Voilà, alors ce sommet qui culmine à 7124 mètres, je l'ai gravi en 2 fois parce que la première fois on a tenté et qu'il y avait une tempête, on n'a pas pu, on est redescendu. Avec le groupe avec qui je suis parti, ils sont obligés de retourner en France et moi j'ai décidé de rester. Et avec un groupe allemand, je suis reparti pour atteindre, c'était impératif pour moi, de jamais lâcher et d'aller au bout et d'avoir cette expérience. Et retour à Marseille, 2015, je pars pour l'Everest. Malheureusement, 25 avril, je me trouve au camp de base à 5200 mètres d'altitude, tremblement de terre, 23 000 morts à Katmandou, 20 alpinistes morts, 60 blessés, je ne peux plus aller au sommet. Retour à Marseille. Mais en même temps, j'étais le seul reporter sur place avec un téléphone satellite arméno-franco-libanais
que toutes les télévisions m'appelaient pour me dire ce qui se passait sur place. Alors, grâce à ça, j'ai eu un peu de notoriété arrivé à Marseille. Les journalistes m'attendaient. Première page de la Provence, le rescapé de l'Everest. Et j'annonce que, impérativement, en 2016, je veux repartir pour amener le drapeau de la paix au sommet de l'Everest. Et en 2016... Comment quand tu rentres à Marseille, comment tu te sens Un peu frustré. Parce que là, tu vois aujourd'hui le côté positif, en effet. Moi, c'est ce qu'on appelle le cadeau mal emballé. C'est qu'au final, ça t'a permis d'avoir la notoriété. Mais j'imagine qu'au moment T où tu rentres à Marseille, où tu n'as pas pu faire l'Everest, tu ne te dis pas forcément ça dans ta tête. Oui, heureusement qu'il y avait cet accueil, tout ça, mais frustré, bien sûr, frustré. Mais je voulais retourner aussi... pas seulement pour la paix, pour les personnes qui ont perdu leur vie, que je voulais faire pour eux aussi. Ça te faisait une double motivation. Exactement, d'aller retourner pour ceux qui ne sont pas arrivés, pour dire que voilà, je monte pour vous et je monte pour la paix. Et je suis retourné après 46 jours d'ascension. Donc là, financièrement, j'imagine que tout avait été... De toute façon, que tu montes en haut ou que tu t'arrêtes au camp de base, c'est pareil. Exactement, ça a été perdu. Et justement, un des raisons encore plus, tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui ont investi, des personnes qui ont donné 10 €, des personnes qui ont donné... je devais le faire, je devais impérativement le faire. Et là, des sponsors qui sont arrivés, des mécènes, enfin, c'est même pas des sponsors, des mécènes, comme Sébastien Bonny, Alain Boyadjian, Valérie Bozadjian, ils m'ont dit « Tu n'as pas à mettre de ta poche, on est prêt à t'aider pour que tu retournes. » Ils m'ont aidé financièrement pour que je retourne et je suis retourné. Voilà, comme je leur ai promis, quand je promets, je vais jusqu'au bout. Je leur ai promis d'aller au bout. Je promis aux enfants malades dans les hôpitaux de Marseille qui ont le cancer, que j'ai distribué des nounours avant d'y aller, et que je dis je vais amener ce petit nounours, le frère de votre nounours, au sommet. C'est grâce à ça, grâce aux ceux qui ont décédé, grâce à mes amis, grâce à tous ceux qui ont cru en moi, comme mon père qui ne croyait pas en moi, qu'ils ont cru en moi, je devais aller jusqu'au bout. Alors je suis retourné, après 46 jours d'ascension, j'atteins le sommet le 22 mai à 8h30 du matin. Et là, comment tu te sens quand tu es là-haut ? On ne se réalise pas. C'était tellement dur, tellement difficile. Dernière partie de 8003 au sommet, 12 heures de nuit. On est parti à 20h30 pour arriver à 8h30 du matin au sommet. C'était très, 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 très dur. Je pleurais, j'étais dans tous mes états. Est-ce que tu as eu les fameuses hallucinations Oui, ça je l'ai eu au Diagonale des Fous, les hallucinations. Là, pas vraiment. Pour l'Everest... non, pas pour l'Everest, mais pour le Diagonale des Fous, oui, et pour le Tour du Mont Blanc, oui. Parce que, pas d'hallucination. J'ai eu de la chance, d'être. J'ai pas perdu la tête parce que on était 7 au départ, 2 nous sommes arrivés au sommet. Wow. Et les autres, ils ont abandonné. Et il y a eu 5 morts sur l'Everest pendant que j'étais le sommet, pas dans mon équipe, mais dans une autre équipe. Là, en 2016, comme je le disais, en 2015, 20 morts. En 2014, 16 morts, avalanche dans les 2 cas. Et là, embolie pulmonaire cérébrale, chute en 2016, où j'étais du même jour que j'étais au sommet. 46 jours pour monter, 4 jours pour descendre. Et arrivé en bas, je me déchausse. Je vois que les doigts de mes pieds ils sont en train de blanchir, mes orteils, et je les réchauffe. Je rentre vite à Katmandou. Je prends les photos de mes doigts, j'envoie en France. Ils commencent à nécroser. Ça, tu t'en rendais pas compte quand tu marchais Non. Tu sentais même plus tes pieds en fait. C'est ça, je les sentais pas. Ils étaient tétanisés. Il y a eu des complications parce que les 2 qui n'ont pas monté, on s'est retrouvés assis dans une tente de 2. À 8300 mètres d'altitude, je ne pouvais pas réchauffer mes pieds. Vous imaginez, dans une tente de 2, ça veut dire qu'être assis, c'est assis jusqu'au matin. Et t'es pas avec des jolies filles, là? Et j'étais pas avec des jolies filles aussi, voilà, c'est ça, exactement. Ça aurait été plus, c'était peut-être réchauffé, ouais, exactement. Et du coup...
Et du coup, je change mon billet d'avion, je rentre vite à Marseille. C'était un samedi, dimanche, et je vais à l'hôpital, à la Timone. On me dit qu'on va vous amputer. Je dis attention, attendez, parce que j'ai un médecin qui me suit en distance. Appelez-le, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Et c'est un médecin spécialiste à Challans, extraordinaire. Il a dit que je fasse une scintigraphie, ça veut dire passer dans une machine en injectant un produit dans mon sang pour voir que si mes orteils sont vascularisés et que l'os n'est pas atteint. Et j'ai eu de la chance, l'os n'était pas atteint et que mes pieds ils étaient vascularisés. Et que t'es le bon médecin pour vérifier. Tout à fait. Alors c'était la chair et la peau qui étaient atteints et j'ai passé 1 mois et demi dans un caisson hyperbare à Sainte-Marguerite pour vasculariser, pour qu'on m'ampute pas, quoi. Enfin, ça consiste en quoi, un caisson hyperbare? Alors c'est dans un caisson que des gens ils ont des problèmes de plongée, ils vont et on nous fait descendre à 2 km, enfin 2,50 m en pression, ouais. Et où on prend de l'oxygène et pur pour que le sang fluidifie et pour que aille au bout de mes orteils et refasse revivre mes orteils, enfin ouais. comment dire, mes vaisseaux sanguins, enfin tout ça. Okay. Et j'ai passé 1 mois et demi, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi dans cette caisson et ça allait de mieux en mieux et ça m'a pris 1 an pour que ça cicatrise, que le morceau qui est abîmé tombe et que dessous ça cicatrise. Et les amis m'ont dit quel est ton prochain défi? Alors j'avais écrit une lettre à 4h du matin à 5200 mètres d'altitude au président Erdogan, le président turc actuel. Et j'ai dit j'aimerais lui amener la lettre. Et ils m'ont dit comment tu vas lui amener la lettre? J'ai dit je veux partir en courant. Attends, juste avant qu'on parle de ça, quand tu te retrouves dans ton caisson hyperbare 1h30 matin, 1h30 soir, tu fais quoi? Tu penses à quoi? On prend des lectures. On passe aussi à tout mon parcours aussi, à la fois parce que je commençais à aller dans les écoles. J'ai oublié de te dire que une prof amie, elle m'a invité, elle m'a dit viens à l'école, parle aux gamins, ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Et j'ai dit mais qu'est-ce que je leur raconte encore une fois? J'ai dit viens, parle-lui comment tu fais tout ça et tout ça. Je vais leur parler. Et à la fin de la conférence, les profs viennent me voir et me disent on n'a jamais vu ça, des intervenants qui viennent pour parler aux gamins. C'est génial. Parce qu'en entreprise c'est courant, mais les enfants c'est sûr que c'est super inspirant. C'est ça, et moi je ne savais pas que ça va leur faire autant d'effets. Et à la fin, on dit on n'a jamais eu autant de silence quand tu leur parles et autant de questions à la fin. Et j'ai dit tiens, il y a quelque chose à faire. Je vais aller raconter aux jeunes comment ils peuvent eux aussi trouver confiance en eux, une estime de eux, se surpasser, apprendre à s'aimer et à se dépasser. Alors j'ai commencé à aller partout en France, aux États-Unis, au Liban, en Arménie, où on m'invite d'aller parler aux jeunes. Et chaque fois que j'ai un petit moment, je pense comment transmettre. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, être professeur, être enseignant. C'est un des plus durs et un des plus beaux métiers. Il y a 3 beaux métiers et durs métiers. Être parent, être enseignant, être président. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles du président parce que ce matin, je disais à mes enfants que j'allais t'interviewer. Et donc, t'as rencontré ma fille. Donc, je dis, j'ai mon fils, là, je vais m'interviewer Ara, qui a gravi l'Everest. Et puis, il y a Pénélope qui dit, oui, et puis en plus, il a rencontré le président de la République. Alors, la limite, pour elle, c'était encore plus fort que d'avoir gravi l'Everest. C'est ça. Ah oui, je leur montre que j'ai rencontré. Ils disent, waouh. Et j'ajoute que j'ai eu la chance d'avoir ma main sur les poitrines de Brigitte dans l'avion du président. Ah ouais, c'est chic ça. Ah oui. Merci Ara pour cette précision. Ah bah oui, à 10 000 mètres d'altitude. Hein. C'est le plus gros défi que j'avais fait. C'est que elle m'a enlacé et que c'était la main dérapée. Et la main a dérapé. Et c'était adorable. Je les adore tous les deux. Dans quel contexte tu les as rencontrés? Quand je suis arrivé en Arménie en courant. Alors du coup, on n'a pas parlé. Non, alors on y va. Alors oui. Donc là, tu dis mon nouveau défi, c'est d'aller. Ah oui, exactement. J'étais
Mes amis m'ont dit, mes scènes, comme on m'a dit, quel est ton prochain défi? Alors j'ai dit, voilà, j'ai cette lettre à remettre au président pour qu'il reconnaisse le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman. Les présidents d'aujourd'hui, ils doivent reconnaître ce que les anciens gouvernements ont fait de pas bien. Alors, elle me dit, comment tu veux faire? Je dis, je vais aller en courant. Le 7 avril, à 10h du matin, devant la mairie de Marseille, je suis parti en courant. Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie. 107 marathons, 107 jours, 4550 km, avec 39 000 mètres dénivelé positifs accumulés de Marseille à Erevan pour porter ce message de paix et pour ce reconnaissance du génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman. Et là, la préparation, bon, tu avais toujours ton entraînement que tu avais préparé pour l'Everest. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que tu fais du coup pour ta préparation? Je me suis mis à courir de plus en plus pour voir si mon corps va s'adapter et justement gérer l'effort. Et je courais, tout le monde me dit comment tu as fait quand on court un marathon, on ne peut plus marcher après. Et j'ai dit non, mais moi je courais à 65% de mes capacités. C'est-à-dire je ne courais pas à fond pour justement enchaîner un après l'autre. Et une fois que je finissais un marathon où je marchais entre 3 et 6 km après pour décrasser et que je puisse repartir le lendemain, je ne m'asseyais pas tout de suite bien sûr parce que si les muscles se refroidissent, il faut évacuer l'acide lactique. Je buvais 3 litres le matin, 3 litres après, 6 litres par jour pour nettoyer mon corps et pour puisse enchaîner. Enfin bon, après il y a plein de techniques. Et mentalement, du coup, c'était quoi tes astuces pour justement... Et mentalement, c'est grâce à tout mon parcours, grâce à tous ces sommets que j'ai gravis, grâce à tous les trails, tous les marathons que j'avais fait. C'est ça, ce que j'explique aux jeunes, c'est que ça ne devienne pas comme ça. C'est que c'est étape par étape, on apprend, on se renforce mentalement et physiquement, et on arrive à faire des choses qu'on ne croyait pas capable de faire. C'est ça. Il faut commencer, il ne faut pas griller les étapes par étape. Il faut être patient. Il faut être patient, ça c'est la chose la plus importante, il faut qu'on en parle, la patience, l'adaptation, la détermination et voilà, être dans une routine, dans une discipline, dans une habitude et pour atteindre des objectifs dans ce genre. Mais donc, que ce soit professionnel, que ce soit sportif, c'est toujours la même méthode. Ou personnel, exactement. Il faut être discipliné et avoir une méthode, être méthodique pour atteindre... c'est avoir un objectif clair et après avoir la méthode pour pouvoir y arriver. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut commencer à rêver, aimer, oser, être déterminé, croire. Ça, c'est 5%. 95% de sueur, de transpiration pour atteindre ses objectifs. Le secret est là. Enfin, j'ai inventé ce forme de formule. Je la noterai en citation pour qu'on puisse bien la voir. Tout à fait. Et tu disais la patience, c'est un truc dont tu voulais parler? La patience? Oui. C'est quelque chose dont tu as envie de nous parler? La patience, soyez patient quand l'heure sera venue d'aller de l'avant, vous le saurez. Voilà, il faut être patient. C'est ça c'est un peu une forme d'intelligence. Hein. Aujourd'hui, on mesure l'intelligence avec le quotient émotionnel, pas avec le quotient intellectuel. Tout le monde est intelligent. Quand j'entre dans une classe, la première chose que je leur dis aux jeunes, c'est « vous êtes tous intelligents et vous êtes tous beaux ». Et qu'est-ce que vous allez faire avec votre intelligence? Vous pouvez caresser comme vous pouvez frapper, vous pouvez construire comme vous pouvez détruire. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Donc là, du coup, tu arrives. J'arrive en Arménie. Ouais. Un accueil extraordinaire. Et l'ambassadeur de France en Arménie, il m'avait promis que si je faisais cette course, il venait courir les dernières 5 km avec moi. Il a couru avec moi. Et après, j'ai resté 2 mois là-bas où j'ai entraîné toute l'équipe de l'ambassade et consulat de France, où tous les matins, on allait courir, faire des exercices et tout ça. Et il m'a dit, dans 2 mois, le président va venir en Arménie pour le 17e sommet de la francophonie. On aimerait bien que tu l'accompagnes. Alors, il a écrit au président. Le président, il a accepté. Et que j'ai pris l'avion avec le président de Paris pour l'Arménie pour 3 jours. Et 80 pays dans le monde francophone
qui se sont réunis en Arménie, et j'ai accompagné le président dans l'avion du président, et j'ai raconté mon histoire, et il a adoré. Après je l'ai rencontré 3 fois, une fois à Marseille et 2 fois à Paris. Et voilà quoi, c'était extraordinaire, une superbe rencontre. Et je lui ai dit, quand est-ce que tu vas venir s'entraîner avec moi? Il m'a dit, toi tu es fou, je m'entraîne pas avec toi. Voilà. Pour la petite anecdote, le président fait du boxe. D'accord. Voilà. Ok. Et là, quand tu, avec du recul, tu regardes tout ton chemin parcouru, comment tu te sens par rapport justement aux petits enfants qui n'étaient pas aimés, pas valorisés? Grâce avec la thérapie, grâce à mon parcours, j'ai trouvé confiance en moi. Je travaille toujours, hein, rien n'est acquis, rien n'est figé, c'est en permanence. Il faut essayer d'évoluer, de grandir. En grandissant les autres, je m'agrandis moi-même. Quand j'étais scout, on m'avait dit, en arménien on le dit, parstratsur, parstratsir, quand tu élèves l'autre, tu t'élèves toi-même. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir faire ça, d'aller rencontrer et aider d'autres pour retrouver leur voie, et essayer à mon petit niveau d'élever les autres pour élever moi-même. C'est que une autre philosophe a dit, c'est quand on arrive au sommet, c'est là où on commence à monter. Alors, quand je sens que j'ai pu passer un message à un jeune, et c'est là où je sens que je m'élève et d'aller de l'avant. Et là, aujourd'hui, tu as toujours tes bijouteries? Un retour à Marseille après ma course, mon collaborateur, je me suis assis derrière mon bureau. Quelques semaines après, je me suis levé, j'ai pris les clés, je lui ai donné les clés, j'ai dit je vais retourner à continuer à relever d'autres défis, continuer à aller dans les écoles, dans les entreprises, partout, pour transmettre des messages de paix et le reste. Et j'ai dit je reviendrai plus tard. Et le Covid est arrivé, et malheureusement, tout a été chamboulé. Et là, mon rêve en courant de Marseille à Erevan, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour le Liban? C'est quoi Là, on a le son qui augmente autour de nous et il commence à faire beau. Donc, si ça te va, je vais mettre pause et on va aller dehors. Très bien. Alors, on a changé de cadre. On est parti sur la terrasse au bord de l'eau parce que ça y est, ça s'est un peu réchauffé. On entend les vagues. Exactement. Donc, du coup, tu nous disais Covid est arrivé et malheureusement, ça m'a chamboulé un peu parce que pendant que je courais de Marseille à Erevan, j'avais une idée de comment je pouvais aller de Marseille à Beyrouth, Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance, pour attirer l'attention des gouvernements sur le Liban et pour apporter de l'aide parce que c'est catastrophe ce qui se passe au Liban aujourd'hui et depuis pas mal de temps. Et j'ai décidé de partir à la rame cette fois-ci, ramer pour la paix, comme c'était l'Everest pour la paix et courir pour la paix. Cette fois-ci, c'est ramer pour la paix. Pourquoi la rame ? J'ai dit, si je pouvais changer un peu d'éléments. J'aime bien découvrir, j'aime bien changer de sport, j'aime bien sortir de ma zone de confort et d'essayer, pourquoi pas, à la rame. Alors, je commençais à m'entraîner avec un kayak pendant 1 an. Je trouvais que les gens ne bougeaient pas. Je me suis dit, je vais essayer l'aviron. J'ai essayé l'aviron pendant 1 an. Je disais que c'est marche arrière, là. Je pars en marche arrière, j'aimerais aller en marche avant. Et je me suis dit, il faut que j'invente quelque chose. Et je me suis commencé à réfléchir à comment je peux partir vers l'avant tout en faisant un geste de l'aviron. Et je trouvais une idée ici, au Cercle des Nageurs, dans le cercle de sport. Et quand j'étais en train de ramer sur un rameur, je me suis dit, tiens, si je pouvais ajouter une hélice au rameur et faire tourner une hélice en allant vers l'avant et en faisant le geste de l'aviron. Et je me suis mis à chercher qui pouvait me le réaliser. Je ne trouvais personne. Personne il a cru en moi de ce projet. Et des étudiants qui ont travaillé d'arts et métiers d'Aix-en-Provence
Et ils m'ont donné une feuille en disant, mais tout ce que je leur ai dit, ils ont mis sur une feuille. Et moi, je pensais qu'ils devaient faire le prototype. Ouais. Alors, tu n'allais pas partir avec ta feuille, quoi. exactement. Et j'ai décidé de le réaliser moi-même. J'ai dit, allez, je vais relever encore un défi de réaliser moi-même cette embarcation. J'ai eu de la chance d'aller voir le chantier naval à Sainte-Marie, le patron extraordinaire, Paul Codaccioni, qui a accepté que je vienne dans son hangar, dans son entreprise pour réaliser mon embarcation. Et je commençais à tailler le polystyrène, faire mes 2 flotteurs, adapter mon système de rameur, avec l'aide aussi de monsieur Jean Miola, 82 ans, tourneur-fraiseur, ajusteur, un homme extraordinaire qui habite à Saint-Barnabé, qui a accepté aussi de m'aider pour assembler les pièces pour cette embarcation. Et voilà, j'ai réalisé, après 2 ans de réflexion, 1 an de réalisation, et j'ai réalisé cette embarcation avec laquelle je partirai en 2023, fin avril, de Marseille à Beyrouth, entre 100 et 120 jours, 4000 km. Et comme quand j'ai couru de Marseille à Erevan, un marathon par jour, cette fois-ci, c'est un marathon par jour, mais à la rame, sur l'eau, et pour la paix. Et humanitaire cette fois-ci, et protection des mers et des océans. Ouais. C'est surtout ça. C'est financé par qui, du coup, cette expédition ? Là, il y aura plusieurs. C'est CMA, CGM, un ami dans la boîte labo pharmaceutique aussi, et d'autres qui vont rejoindre, et tout ce qu'ils ont, ils sont en train de nous écouter, et s'ils veulent m'accompagner dans ce projet, ils sont le bienvenu. Voilà, tous ceux qui veulent m'accompagner sont les bienvenus, et il y aura d'autres qui vont rejoindre. Et quand tu seras en mer, du coup, tu seras tout seul, ou il y aura quelqu'un à côté pour des bateaux pour te... Alors, un bateau accompagnateur, comme quand j'ai couru un camping-car qui m'a accompagné pour filmer, pour te nourrir aussi. Pour me nourrir et tout ça. Et dormir aussi. Tu dormais dans le camping-car. Tout à fait. Voilà, je dormais dans le camping-car tout le long. Et là, ça sera un bateau, un catamaran qui va m'accompagner pour aussi, une fois que j'ai fini mon étape tous les jours, je puisse manger, doucher, dormir, me reposer et le lendemain reprendre. Parce que la mer Méditerranée, c'est la mer la plus dangereuse au monde. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est des vagues, c'est des houles, c'est des courants. C'est des... c'est tout ce qu'ils ont fait, des traversées, ils ont fait... Sur l'Atlantique, c'est des houles et c'est des courants. C'est-à-dire, même quand tu ne rames pas, tu vas dans la même direction. Ouais. Que la Méditerranée, c'est pas du tout pareil. Ça peut se déclencher n'importe quand, n'importe moment. Et voilà. Alors, du coup, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Bon, on va avoir un peu de sécurité, et c'est même pas possible de partir sans aide, quoi. Oui, bah ouais, c'est un peu dangereux, ouais. Voilà. Et donc là, c'est 2023. C'est 2023, si tout va bien, ouais. Et tu disais tout à l'heure, donc par rapport à ta boutique, que tu avais vu une personne qui travaille avec toi. Donc aujourd'hui, tu as toujours cette activité de bijoutier ou pas ? Non, pas du tout. Enfin, j'ai confié ma boutique à mon ami, c'est un membre de ma famille, parce qu'on a travaillé 28 ans ensemble, qui est extraordinaire, avec sa femme, et ils tiennent la boutique. Et moi, je retournerai plus tard. Donc tu es toujours propriétaire, mais c'est plus toi qui la gère. Non, je suis... c'est lui le propriétaire, je vais dire maintenant. D'accord. C'est moi, je serai son employé maintenant, Okay. son collaborateur, que lui, il était mon collaborateur. Et moi, je serai maintenant, si je retournerai, je serai son collaborateur. Mais pour l'instant, je me concentre dans ce que je veux faire, transmettre et réaliser ce défi. Pour le Liban, pour une ONG au Liban. Je vais récolter des fonds tout le long de mon parcours pour récolter des fonds à cette ONG qui s'appelle Ashrafi et 2020, qui nourrissent pas mal de monde après l'explosion qu'il y a eu en 2020. Et toi, donc financièrement, tu vis de quoi aujourd'hui ?
Bon, aujourd'hui, je vis avec mes économies. Ouais. Alors, justement, je suis à la recherche de... Moi, je rêvais d'être négérie d'une boîte, dire, voilà, que je relèverais des défis, une grosse boîte qui me dise, voilà, bon, on te salarie quand tu as un défi, on te finance pour le faire, quoi. Je suis parti pour ça. Bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. T'as pas trouvé la boîte encore. Mais j'ai de la chance de trouver des mécènes qui financent déjà mes projets. C'est une grande chance déjà de pouvoir arriver à trouver ça. Et bon, plus tard, voilà, quand j'aurai plus d'argent, je retournerai travailler dans mon métier. Mais entre-temps, voilà, je n'ai pas des gros besoins et je suis quelqu'un d'économe. Et comme quand j'étais arrivé en France, je sais comment dire... Tu sais faire attention. De faire attention. Et de toute façon, on parle de sobriété aujourd'hui. J'étais sobre, ça fait des années que j'étais sobre. J'ai toujours été sobre. J'ai pas de vice, je fume pas, je bois pas, je suis végétarien. Voilà, je suis quelqu'un de sobre. Comment t'écoutes ton intuition? Ça, c'est une bonne question, ça. Comment j'écoute mes intuitions? Je m'écoute tout simplement, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai compris, je dois écouter. Parce que de demander aux autres, vous avez toujours ce côté, y en a qui disent c'est génial, d'autres qui disent c'est pas possible. Alors justement, il faut écouter ses intuitions et aller, c'est pas grave. Même si on le rate, c'est pas grave, on apprend. Les échecs nous apprennent autant que nos succès. Alors c'est ça. Plus. Voilà, c'est ça que j'essaye aussi de dire aux jeunes, c'est essayer. Essayer, c'est peut-être réussir. De ne pas essayer, c'est sûr de ne pas réussir. C'est ça. Alors, et j'adore les gens qui me disent c'est pas possible. Alors là, ça me motive encore 2 fois plus parce que mon père, j'ai entendu ça et les gens qui me disent c'est bien, c'est génial ce que tu vas faire, vas-y, et d'autres qui me disent tu es pas capable. Alors là, j'adore quand on me dit tu n'es pas capable et c'est ça qui me motive d'aller au bout et de leur montrer que j'étais capable. Voilà. Et c'est comme ça que je fonctionne. Qu'est-ce que tu penses que le petit Ara de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce que tu penses que le petit Ara de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Oh, je sais pas, ça, il sera fier du parcours. Et c'est vrai, maintenant que j'ai jamais posé cette question, je suis ému même à entendre. Je sais pas. Je suis content quand je regarde en arrière, quand je suis triste, et souvent je regarde en arrière, je me dis waouh, quoi, que tout ce parcours. Et quand je réfléchis, je me dis continue, ne sois pas abattu par des choses négatives, et enfin comment dire. Voilà, comme tout le monde, j'ai envie de baisser les bras par moment parce que bon, ça avance pas comme je veux, tout ça. Et vite, je regarde en arrière et je me dis continue, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est le parcours qui est intéressant. C'est pas l'arrivée, hein, c'est le chemin. Et quand j'étais au travail, quand j'habitais au-dessus et quand je me faisais avoir par des clients, par d'autres bijoutiers qui m'ont passé des commandes, qui m'ont pas payé. Alors j'étais très énervé. Je montais chez moi, je faisais un thé, je m'asseyais, je réfléchissais. J'ai dit, j'ai centaines de clients. Il y en a un qui m'a fait faux bon. C'est pas grave. Je vais aller travailler pour les 99 d'autres qui me font confiance. C'est ça le truc. Voilà. C'est apprendre à relativiser, de se dire exactement. Ça passe. C'est ça, relativiser. J'ai appris à relativiser pendant ma psychanalyse, hein, quand je racontais mon parcours, mon passé, les difficultés par où je suis passé. Et c'est là où j'ai appris à relativiser, de dire, voilà,
Le plus important, c'est la santé. Ouais. C'est la santé, et tant qu'on a la santé, tout est possible. Et préserver la santé. Et faites du sport surtout. Faites du sport pour préserver la santé. Votre corps que vous avez reçu en partage restera la vôtre pendant toute votre existence. Aimez-le, respectez-le, chérissez-le bien. Il vous rendra au centuple. C'est sûr. Et puis, faire du sport, c'est à la fois bien pour son corps qui nous maintient, qui nous permet d'avancer, mais aussi la santé mentale. Exactement. C'est la lecture. C'est la lecture qui m'a apporté... lecture en psychanalyste, en livre psychologie, qui m'a beaucoup appris, et surtout les citations. J'adore les citations, ça m'a énormément apporté ces citations. J'avais comme on va dire, la Bible, c'était à côté de ma chevet et que je lisais tous les soirs. C'est quelques citations extraordinaires qui m'ont donné envie de me surpasser et d'aller de l'avant. On dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi ? Renoncement, je sais pas. C'est l'injustice, enfin. Renoncement, qu'est-ce que tu veux dire par renoncement ? Par exemple, tu peux dire que tu as renoncé à avoir une vie de famille traditionnelle parce que tu travaillais énormément. C'est des choses. Il y en a qui vont dire qu'ils renoncent à avoir du temps pour eux. À l'argent, enfin. Non, j'ai pas renoncé. La vie, c'est les rencontres. Moi, j'essaye d'aller. Le passé est passé, l'avenir c'est incertain, c'est l'instant présent. Et moi, je voulais réussir ma vie de famille. Et bon, voilà, j'ai pas réussi. Enfin, il y a 3 sortes de réussite dans la vie, je pense. C'est réussite familiale, réussite sociale et réussite professionnelle. Et voilà. Alors on réussit pas à chaque coup. C'est vrai que j'aurais aimé réussir ma vie familiale. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore mon métier, j'adore gagner de l'argent, j'adore... et voilà, j'ai renoncé, oui, on peut dire que j'ai renoncé à gagner de l'argent pour continuer à relever des défis. D'ailleurs, c'est quoi pour toi la réussite ? Ah, ça c'est une grande question, ça. La première réussite, je pense, être soi, de s'accepter tel que nous sommes. Et voilà, ça c'est la première réussite. Et de partager, voilà. Je peux dire que voilà, d'être soi et que c'est pas évident, Non, parce que quand on est soi, parfois on éloigne des personnes, enfin on s'éloigne naturellement et on éloigne des personnes qui étaient dans notre entourage proche. Oui, mais ça, parce que eux, ils n'ont pas compris. C'est ça, hein, c'est pas notre faute. C'est que on peut pas être aimé par tout le monde. On peut pas aimer tout le monde, malheureusement. Enfin, il faut essayer aimer ses ennemis comme ses amis. Voilà. Enfin, après, c'est la vie. Malheureusement, si certaines personnes qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, c'est difficile. Enfin, c'est difficile de comprendre l'autre quand on se comprend pas soi-même. Enfin, être tolérant, être respectueux, tout ça. C'est vrai que tout ce que je sais aujourd'hui, à l'âge de 58 ans, si je l'avais su à 20 ans, ça aurait été extraordinaire. C'est ça, malheureusement, c'est comme ça la vie. C'est pour ça que dans les écoles aujourd'hui, j'aimerais que la philosophie, la psychologie, l'éducation civique, qu'ils le mettent à 5 ans. Ouais. À 5 ans, pour que leur faire comprendre qu'est-ce que c'est la vie avant tout, avant de leur apprendre la mathématique, la lecture, qu'est-ce que c'est les émotions, exactement, qu'est-ce que c'est une fille, qu'est-ce que c'est un garçon et tout ça, la sexualité, enfin tout ça, il faut leur apprendre très très tôt et bien sûr avec les mots tout simples et leur apprendre, enfin voilà, c'est ça, et que on est livré à nous-mêmes, on devient parents, personne ne nous a donné la formule comment être parent et on fait ce qu'on peut. Mais voilà,
ce que je conseille, s'ils se sentent mal dans leur peau, d'aller consulter, quoi. Quand on a mal à la tête, on va voir un généraliste. Quand on a mal au ventre, mais quand... Je dis souvent que tu as mal aux yeux, tu vois mal, tu vas voir l'ophtalmo. C'est ça. Ouais. Et d'aller voir et d'essayer de comprendre. Essayer de comprendre d'où on vient et qu'est-ce qui a fait que on réagit de cette façon-là. L'éducation se fait de 0 à 8 ans. Les enfants sont des éponges. Ils vont capter toutes les angoisses, les inquiétudes des parents et ça, ils vont le vivre toute leur vie. Si ils n'arrivent pas à un moment donné travailler sur tout ça, ils vont le traîner ça toute leur vie. Alors c'est pour ça que je voulais faire un travail sur moi, pour pas transmettre les inquiétudes, les angoisses, de mes parents qu'eux ils ont vécu. C'est-à-dire eux ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Si moi, je n'aurais pas fait un travail sur moi-même, j'aurais transmis la même chose. Voilà. Sachant qu'on dit même, il y a de plus en plus d'écrits, de choses qui disent qu'on hérite aussi des peurs transgénérationnelles et que ça saute en général une génération. Donc, plus vite on est nettoyé, plus vite on nettoie la suite. Bah oui, mais ça revient au même. Ce que je viens de dire, c'est que mes grands-parents, ils ont transmis à mes parents. Mes parents, ils vont transmettre à moi. Mais à un moment donné, il faut stopper. Il faut casser, bien sûr. Exactement. Ouais. Couper le cordon et de dire voilà, ça c'est très bien, et ça va pas, et moi quelle valeur je veux transmettre à mes enfants et dire voilà, leur donner quand on dit le père a un rêve, le fils a un devoir, enfin les enfants ont des devoirs, et c'est justement ça, c'est que Khalil Gibran a dit, je ne sais pas si c'était Khalil Gibran, les enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent à travers de vous, mais non de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Voilà. Une fois que les parents ils ont compris ça, tout marche mieux et que les enfants trouvent leur voie et trouvent leurs désirs, leurs envies, leurs rêves. Voilà. Comment tu célèbres tes réussites ? Avec des amis, célébrer. Je veux dire que je cherche pas franchement à célébrer. Moi, je suis content. Après, oui, bien sûr, s'il y a des personnes, j'aime partager parce que je l'ai pas réussi seul. Hein, c'est ensemble de personnes. On dit que seul on va vite, ensemble on va loin. Moi, j'ai dit seul, on va peut-être aller vite, peut-être, mais ensemble, sûr, on va vite et loin. Alors, c'est ça, je remercie à chaque fois quand j'arrive à célébrer, c'est remercier pour moi tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui ont participé à ces défis. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ? Ah, ça, tout petit, je commençais à dire pourquoi pas moi. C'est vrai que j'ai adoré tes podcasts qui commencent à dire pourquoi pas moi. Et c'est vrai que quand tu m'as dit ça, j'ai réfléchi. Et c'est souvent, je me disais pourquoi pas moi. Quand j'étais scout, je voulais devenir chef et pourquoi pas moi. Quand je commençais à travailler, à apprendre le métier, j'ai vu mon patron travailler et je disais pourquoi pas moi. Quand je commençais la course à pied et pourquoi pas moi. Et quand je commençais à gravir et pourquoi pas moi. Et c'est vrai que je veux leur dire aux élèves maintenant pourquoi pas vous. Ouais, et puis en plus je l'ai pas du tout mentalisé comme ça quand j'ai créé le podcast, parce que quand j'ai eu l'idée du podcast, c'était devant un feu de cheminée et le nom est sorti, mais comme ça, comme la flamme est apparue. Et ce qui est chouette avec le pourquoi pas moi, c'est qu'il peut être à la fois avec un point d'exclamation comme avec un point d'interrogation. Et tu vois, moi aujourd'hui j'accompagne des personnes justement à trouver leur pourquoi. Et du coup, pour transformer le pourquoi pas moi avec un point d'interrogation vers le point d'exclamation, pour avoir la force justement de se dire allez, on y va, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il faut se préparer et donner sa chance. Enfin, c'est de donner la chance à sa chance. Enfin, comment on peut dire ça ? Mais ça se prépare tout ça.
Ça veut dire que si aujourd'hui je peux faire tout ça, c'est grâce à un travail, grâce à 16 heures de travail, pas tous les jours. Si je me suis permis de m'arrêter pour me relancer, c'est grâce à tout le cheminement, quoi. Je veux dire, ça se prépare tout ça. Moi, je dis que la chance sourit aux audacieux. Enfin, ça, tout le monde le dit, mais enfin, je voulais dire que la chance est en permanence présente. Pour le saisir, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut se préparer. C'est ça le truc, c'est qu'il faut se préparer en permanence. La chance est partout, à tout moment. Mais il faut être prêt pour le saisir. C'est ça. Ah, tu prêches une convaincue. Voilà. D'ailleurs, si on croise quelqu'un là à la terrasse qui nous dit ah mais toi façon Ara, t'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? Alors oui, il y a une part de chance, mais minime. Minime, oui. Encore une fois, quand je disais que d'essayer, de pas essayer, c'est sûr de pas réussir, d'essayer, c'est peut-être réussir. Il y a un facteur chance, mais ça dépend. Si on joue au loto et qu'on gagne, ouais, on peut appeler ça chance. Ouais. Mais tu auras déjà acheté le ticket. Et voilà, il faut acheter le ticket, exactement. Et quand on trouve un billet par terre en marchant, c'est qu'on est allé marcher, on est allé à l'extérieur et on a marché. Et là, c'est opportunité et probabilité, la chance. Les deux réunis, ça devient de la chance. Et ça, il faut savoir le saisir. On a la chance pour moi, c'est que tu as le malchance de choper un virus, par exemple. Bon voilà, ça on peut appeler vraiment une malchance. Mais moi, la réussite, on savait pas ce que c'était la réussite aussi, mais de la chance, je mets pas à tous les sauces, quoi. Voilà. Toujours. Quand j'ai gravi l'Everest, j'aurais pu pas y arriver au sommet s'il y avait mauvais temps. Ah, malchance mais bon, je recommence. Je veux dire, voilà, je réfléchis pas à la chance. Vous voyez, c'est pas dans mon état d'esprit. Moi, j'avance, je fonce. Ça marche pas, bah tant pis, je recommence. Voilà. Je dis pas, j'ai pas eu de la chance. Cet vocabulaire, je l'ai pas. Je pense pas aux chances ou malchance comme ça. Je sais pas dans mon état d'esprit. Je veux dire que j'essaye, ça marche pas, je réessaye. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? D'arriver en France, l'adaptation. Je veux dire que d'arriver en France sans parler un mot de français, sans un sou, voilà, c'était ça. Et encore, je me demande de difficulté. Je l'ai pas senti. Enfin, oui, de pas avoir d'amis, d'arriver dans un pays où il fallait tout recommencer. J'appelle ça une deuxième naissance pour moi. Ça veut dire que j'étais né au Liban et à 19 ans, c'était une deuxième naissance. On connaît pas la langue, on n'a pas d'amis. J'ai de la chance d'avoir mon oncle à Marseille qui était là depuis 50 ans. Et voilà, aujourd'hui les immigrés qui arrivent sans rien, ça j'appelle ça. Eux, ils vivent encore des moments 10 fois plus durs que ce que j'ai vécu moi. Alors, c'est vrai que quand on compare, qu'on ne doit pas comparer, ce que je dis aux élèves, ne vous comparez pas les uns les autres, vous avez chacun votre propre intelligence et que votre propre force. Voilà, j'ai passé par des hauts et des bas, comme tout le monde, mais bon, voilà. Quand tu avais des bas, c'était quoi tes peurs? De ne pas y arriver, peur de décevoir. Qui? Tout le monde, les amis, mes clients. Quand je veux réaliser un bijou, je disais, la première chose que je leur disais, ça vous plaît pas, je recommence. Ça vous plaît pas, je recommence. Voilà, je veux dire que je veux que vous partez d'ici content. Réfléchissez, si vous voulez, vous gardez-le une semaine, le bijou, si ça va pas, revenez, je le recommence. Voilà. Est-ce que c'est arrivé qu'il y en a qui reviennent avec le bijou ou pas? Franchement, presque pas.
Ah, quand même, il y en a quand même qu'on... Oui, parce que la taille était trop Oui. serrée, parce que voilà, il fallait, voilà, ça arrivait bien sûr, mais bon. C'était anecdotique par rapport à... Oui, Ouais. exactement. Euh, voilà, c'était, voilà, j'avais envie de voir leur sourire et j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin de reconnaissance. C'est à travers mon métier où je pouvais m'exprimer. À travers l'art, c'est ça que je l'ai dit quand je vais dans un lycée professionnel. J'ai dit c'est génial, c'est que vous avez un métier dans vos mains, c'est extraordinaire, vous pouvez pas imaginer. Et ça, c'est un client en moi qui était psychanalyste. Avant que j'entame, c'est même peut-être grâce à lui aussi que j'ai entamé mon analyse. Il m'a dit, moi j'étais admiratif de lui, il avait bac plus 10. Et je me disais, mais comment on peut étudier pendant tous ces années, bac plus 10? Mais, mais tu plaisantes? Il m'a dit, c'est moi, je suis admiratif de toi, parce que toi, non seulement tu es mental, en même temps manuel. Ça veut dire que tu es intellectuel, à la fois manuel. Ça veut dire pour réaliser tout ce que tu réalises, il faut avoir le mental. Il faut avoir, voilà, je veux dire, voilà. Et c'est là où je trouvais confiance en moi. C'est mes clients qui m'ont aussi m'apporté leur regard que j'avais pas de mes parents. Cet regard, qui m'ont donné envie de continuer, de me surpasser en permanence parce que j'adorais ça et j'avais faim de ça, j'avais envie que voilà qu'on me regarde, j'ai envie d'être aimé. Et du coup aujourd'hui, maintenant que tu sais qui tu es, avec tout ce que tu as réalisé, t'as quel rapport avec toi-même maintenant par rapport à tout ça et à ce regard des autres? Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Et c'est pour ça que quand j'y vais à chaque fois rencontrer dans mes conférences, quand je transmets et que ça fait ma propre psychanalyse, hein. À chaque fois je raconte mon histoire, là, ce que je suis en train de faire ici, hein, c'est que je me remémore tout mon passé, et ça fait je suis en train de faire encore une fois une analyse, et chaque fois je raconte aux jeunes et que voilà, je repense à tout ça et je le fais pour moi avant tout, hein. C'est ça, c'est quand je vais les voir, je me fais plaisir avant tout, et je le fais ça gratuitement bien sûr, et pour voilà, cet échange qu'il y a avec les autres, voilà. J'adore ça, j'adore échanger, j'adore partager, j'adore voilà ce que j'aime aujourd'hui. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis fier que mon fils, 24 ans, il a réussi son diplôme. Un diplôme de quoi? De luthier. Il est devenu luthier aussi. Manuel, extraordinaire, et qu'il est musicien à la fois. Il a fait 3 ans d'études au Canada, 1 an ici et 3 ans là-bas, pour devenir, il est devenu première de la classe, enfin première de l'école, et je suis très très fier de lui, et je lui souhaite bien sûr qu'il réussisse comme il le désire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Conseil, vas-y, enfin je sais pas, j'aurais voulu de mes parents, en fait, de mon père, de me dire je crois en toi, je crois en toi, voilà, vas-y, tu es quelqu'un, voilà, enfin, je sais pas, voilà, c'est de dire, vas-y, tu es capable. T'as déjà eu cette discussion depuis que tu as pris conscience de tout ça avec lui?
Non, j'ai pas eu. Mon père est décédé il y a maintenant 5 ans. Il m'a jamais dit bravo. Et quand j'ai gravi l'Everest, il était encore là. Et je voyais dans ses yeux qu'il était fier de moi. Mais quand il parlait de moi aux autres, il était très très fier. Mais il y avait cette pudeur. Toi, ouais. Il n'arrivait pas à le dire, mais je le sentais à la fin. Et après, bien sûr, après le travail que je fais sur moi, je l'ai compris. Je l'ai compris que tout ce qu'il a fait avec, comment dire, maladroitement, Maladresse, ouais. C'était de me rabaisser pour que je rebondisse. J'ai eu de la chance, j'ai pu rebondir. Et c'est que malheureusement, certaines jeunes, ils rebondissent pas. Hein. Parce qu'on est sur une file rouge. Hein. C'est qu'on peut tomber de côté bon comme de mauvais côté. Et c'est ça que j'essaie de raconter. Je suis allé à la prison des Baumettes pour rencontrer des jeunes, pour dire, voilà, à tout moment, c'est possible. Vous pouvez tout recommencer et repartir. Ouais. Tant qu'on a confiance, on n'a qu'une vie, on y va, quoi. C'est ça, c'est ça. Il faut, on n'a qu'une vie et qu'est-ce que le chemin que tu vas prendre, quelle va être ton empreinte, qu'est-ce que tu vas laisser en passant dans ce monde. On est sûr d'être né, on est sûr qu'on va mourir un jour. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant tout cet parcours C'est une question que je pose d'ailleurs, tu vois, à mes clients dans le programme que j'ai créé, c'est de se poser cette question t'es à tes obsèques, qu'est-ce que tu as envie qu'on raconte de toi? Et moi j'ai eu cette espèce de flash aux obsèques du papa d'un ami il y a 2-3 ans, il y a 2 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie qu'on raconte de moi qu'est-ce que j'ai envie qu'on raconte de moi le jour où c'est moi qui suis dans le cercueil. Et je pense que c'est une vraie question importante à se poser parce que finalement, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je dis qu'en partant de ce monde, ce qu'on amène avec nous, c'est des souvenirs. Et ce qu'on laisse, c'est des souvenirs aussi. Qu'est-ce que tu as laissé dans les cœurs des gens? C'est ça. C'est moi, mon rêve, c'est que un jour, un jeune qui vient de me voir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, qui me dit « Tu es passé dans ma classe, j'étais entendu et j'ai essayé aussi de surmonter des difficultés, de réussir, d'avoir confiance en moi et tout ça. » Voilà, c'est ça que j'ai envie. Qu'un seul suffit pour sentir que tu auras eu un impact. Que j'ai eu un impact. J'ai eu de porter quelque chose. Je suis sûre que là, les milliers de personnes qui vont t'écouter dans le podcast, il y a au moins une personne que tu auras touchée, j'en suis convaincue. J'espère. Parce que moi, j'ai été touché comme ça aussi quand j'étais à l'école. Quand il y avait les photos des fondateurs de cette école, qui s'appelait Demirjian. Il y avait Demirjian, Gulbenkian, tous ces gens qui ont brillamment réussi dans leurs affaires et qui ont ouvert des écoles. Et ça, j'étais admiratif. Waouh, quoi. Le gars, il a réussi et maintenant, à son tour, il fait réussir les autres. Et ça, je trouve, voilà la réussite pour moi. C'est que quand on aide les autres de réussir, c'est pas sa propre réussite, mais les réussites des autres. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'aimerais aider les autres réussir et atteindre leurs objectifs. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Tes questions sont pertinentes. Merci. Conseil. Je sais pas. Il n'y a pas qu'un seul. Hein, je sais pas. Comme je disais que c'est des rencontres, c'est des paroles comme ça qui m'ont touché, comme je viens de te dire tout à l'heure. Le psychanalyste qui m'a dit. Waouh, quoi, tu es extraordinaire, et que moi, comme je l'admirais et lui il m'admirait, et voilà, c'est quelque chose qui s'est passé et ces paroles m'ont touché et je me suis dit, et j'ai retrouvé confiance en moi. Et sachant je fais une petite parenthèse, d'ailleurs c'est ce que je dis à la fin de mon TEDx, hein, on est tous extraordinaires, on a tous quelque chose à apporter au monde et ça il faut vraiment que tout le monde en ait conscience parce que quand on est à sa place, on a tous, avec une raison d'être différente, on a tous un why différent, mais on a tous quelque chose de magique à apporter au monde et on est tous extraordinaires.
tout à fait. Moi, je dis un peu différemment. Je suis ordinaire, j'essaye de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'être extraordinaire, je ne peux pas me les dire, mais si quelqu'un veut me les dire, je le prends. Alors moi, je te le dis, tu as un parcours extraordinaire et tu es une personne extraordinaire. Pour la petite anecdote, on s'est rencontrés, donc on fait tous les deux partie du même club de natation et on s'est rencontrés tous les deux dans le sauna après avoir été nager. Et donc je n'ai pas encore proposé j'ai proposé à Fabien Gillot, que j'ai croisé l'autre jour, qui a un parcours aussi extraordinaire, mais bon, en général, je parle pas avec tout le monde. Enfin déjà, je parle avec beaucoup de monde, mais tout le monde, je vais pas interviewer tout le monde parce que tout le monde n'a pas un parcours extraordinaire. Merci. Merci. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de l'ordinaire, devenir quelqu'un d'original et voilà, de réaliser ta vie, on est né une personne déjà, ça, et après cette personne, quel chemin et quel est, voilà, et on a besoin de tout le monde. On a besoin des cantonniers, des Bien médecins, sûr. des personnes qui nettoient, des personnes des maçons, des plombiers, enfin tout le mais monde. on a tous, on a besoin des coiffeurs, on a besoin Exactement. chaque personne peut se réaliser en aidant les autres avec une mission différente, mais en effet, on n'a pas besoin de tous gravir l'Everest ou être coach ou être médecin ou être dans l'humanitaire, bien sûr. Il y a l'homme, le respectueux, quel qu'il soit, même si la personne n'a pas de métier, voilà. Et après, il y a le parcours. Voilà, quel parcours on aimerait avoir et comment être utile, voilà, dans ce... Qu'est-ce qui apporte du sens dans notre vie à nous, parce que ta définition de te sentir utile sera différente de la mienne et de celle de n'importe qui. On a tous notre histoire et puis nos talents et pareil, on disait les bijoux... surtout les femmes, les hommes aussi, mais on est heureux que les bijoutiers existent pour pouvoir parer nos mains et nos cous. Tout à fait. Et nos oreilles. Oui, on a besoin de tout le monde et voilà. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Et ce que je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous voulez décider de faire ? Commencez à rêver. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et mettez-le en chemin. C'est maintenant que ça commence. Voilà, il faut s'y mettre et planifier. Organiser, étudier. J'aime pas dire aux enfants vous êtes là pour travailler, vous êtes là pour apprendre, pour étudier. Vous amuser. Et s'amuser. Alors là, c'est le summum. Si on apprend en s'amusant, c'est là où on apprend. Et voilà, c'est ça, c'est comment les amuser en apprenant et on apprend en tout moment et partout et voilà. Et qu'ils arrêtent un peu les écrans et voilà, et vous voulez être acteur ou spectateur. Le monde est un théâtre, nous sommes des acteurs. Quel rôle tu aimerais jouer ? Voilà, c'est ça le truc, c'est que, voilà, spectateur c'est bien, acteur c'est mieux. Parler c'est bien, faire c'est mieux. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Et quel est ton acte voilà, Pendant le confinement, j'avais créé un programme gratuit grâce à l'aide de plein de spécialistes vraiment de toutes sortes. Donc il y avait le Thomas Samut, donc qui était préparateur mental au cercle, mais il y avait aussi des coachs, des sophrologues et compagnie. Et le programme, je l'avais appelé le programme réalisateur, parce que l'idée c'était de passer de spectateur de sa vie à acteur, à réalisateur, parce que du coup tu réalises, t'es acteur et en plus tu réalises et tu sais, t'as vraiment la notion de tu sais ce que tu veux faire. Mais c'est toi, tu as inventé ce mot ou ça existe ? Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Ouais, j'ai un petit côté créatif aussi. D'accord. Je te le prête si tu veux. Oui, je vais je l'emprunte. Ouais. Copyright, Charlotte. Voilà. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous ? Alors là, franchement, je ne suis pas très fort. Pas de souci. Lecture, je les lire, oui. André Comte. C'est difficile, je n'arrive pas à le dire son nom. C'est un philosophe. Il est extraordinaire. C'est André
Comptonville. Comptonville. André. Je vais essayer de le trouver Voilà. en même temps. Sponville Voilà. Sponville. Sponville. André Sponville. Comptonville. Ouais. Voilà. Extraordinaire. Il un philosophe. Il a écrit 30 de bouquins et il explique la philosophie, comme on dit ça, en vulgarisant un peu et c'est facile à comprendre. Voilà, D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'avais lu, le livre de Thomas Samut. Qui Non. s'appelle Un cancre dans les étoiles, que je te recommande, mais vraiment, Ah je oui. pense que ça te plaira. Et j'ai interviewé Thomas il y a un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi maintenant. Et moi, je sais que la lecture de son livre, il m'avait été recommandé au moment où j'étais en plein burn-out. Et en gros, je lisais une page, je dormais pas de la nuit. Ah Et oui. le lendemain, j'attaquais. Vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et j'ai beaucoup des personnes dans la Bah. communauté qui l'ont lu et qui m'ont, à chaque fois, qui me font le retour en me disant mais merci de nous l'avoir conseillé parce que c'est vraiment un livre qui permet de prendre du recul sur beaucoup de choses. Ouais, je te le recommande. Bah, Thomas, je l'ai rencontré. Bah oui, j'imagine bien dans que tu la l'as salle de recommandé. sport. Bah Et- oui, j'imagine bien. S'il a quitté Et- Marseille depuis, Oui, mais ouais. oui. Ah non, je l'adore et bon, je veux lire. Ouais, On c'est t'embrasse vrai que- Thomas si tu nous écoutes. Et là du coup, donc s'il y a des personnes qui ont envie de t'aider, de suivre tes aventures, où est-ce qu'on va? Sur internet? Arakatchadourian. Je mettrai le lien du coup sur. Voilà, sur le site. Oui, ils peuvent m'écrire sur LinkedIn, Insta, Facebook, Twitter, enfin voilà. Ils peuvent m'écrire partout. Ils peuvent t'écrire à tout. Voilà, Génial. Ils peuvent venir me voir au cercle des nageurs. Bah s'il y a des gens qui passent au cercle, ils viennent nous voir tous les deux. Voilà, Ouais. exactement, exactement. Voilà, après ils peuvent t'appeler aussi, que tu leur donnes mon numéro. Ça marche. Avec c'est- plaisir. ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à toi Avec de plaisir, me merci donner à ma toi. parole. Je voulais merci à la vie, merci à ma mère qu'elle m'a mis au monde, merci à mon père aussi, merci à tous ceux qui m'accompagnent, merci à la vie, merci tous les matins, merci d'avoir la santé. Je me lève en me disant merci. Voilà, merci. Merci beaucoup Ara. C'est moi, merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine!